Thank you. Merci Donc, beaucoup. à travers nos apprentissages en communication et animation aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter Margaret Toos King. Margaret est une éducatrice pour adultes à Sackville, au Nouveau-Brunswick, et est mentor communautaire depuis l'année 2014. Margaret a été la directrice générale fondatrice et la conceptrice du programme de la coopérative Open Sky. Oh, pardon. Si vous n'êtes pas muté, veuillez vous muter pour l'instant. Merci. Donc, Open Sky, c'est un organisme de bienfaisance locale qui donne aux adultes handicapés confiance, compétences et opportunités. Elle est actuellement la coordinatrice de la Summer Institute for Accessible Employment à l'Université de Mount Allison. Margaret aime le travail communautaire et l'éducation et a hâte d'initier les apprentis mentors communautaires en alimentation aux concepts, techniques et stratégies de communication et d'animation inclusive et efficaces. Now, Margaret, when we met to review the details of the session, you told me a funny Donc, story. Margaret, quand on s'est rencontrés pour parler des détails de cette séance, tu m'as raconté une anecdote drôle sur comment tu as décidé de suivre ce chemin dans l'éducation pour adultes. Est-ce que tu peux donc présenter cette anecdote au groupe? Merci, oui, et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici et je sais que c'est le travail communautaire est exigeant et important. Donc, je sais que tout le monde ici est passionné pour accroître la qualité et l'accès aux aliments sains et durables. Donc, je parlais à Maïna de ma première expérience dans le domaine du travail communautaire dans les années 90. J'étais responsable d'une banque alimentaire et on a reçu un programme du ministère de la Santé de Toronto, en fait, quand beaucoup de villes avaient de tels départements. Et c'est comme un genre de livre de recettes. Et c'était c'est un programme qui avait été développé par des nutritionnistes. Il visait à aider les gens à revenus modiques à apprendre à cuisiner. Et puis, c'était un excellent programme. On l'a fait, moi, avec mon ami Sandy. Et on a suivi le livre de recettes. Et on a fait les choses comme ils nous ont dit. Et puis, et c'était pas bon. Ça n'a pas marché. Il y avait tellement de problèmes sur la mise en œuvre. Personne n'a rien appris. C'était horrible. Et c'est là je me suis dit, je dois apprendre à faire ça comme il faut. Parce que si c'est ce que les professionnels produisent et ils essaient de le cheminer aux communautés et ça ne marche pas, mais il faut changer, il faut corriger le cap. Mais c'est pas très drôle, ça. Hein, mais il y a aussi un terme de haut niveau en éducation pour adultes. Ça s'appelle AFLO en anglais. Et ça veut dire un autre terme, calice de termes d'apprentissage ou d'occasion d'apprentissage. Ça veut dire comment est-ce que je peux trouver, qu'est-ce qui a cloché pour que je ne fasse pas les mêmes erreurs la prochaine fois. Donc, pour moi, c'est mon erreur. C'est mon erreur qui va me guider vers vers les succès futurs. J'ai gardé quand même les recettes. Alors, qui n'aime pas ça, les livres de recettes? Mais bon, je vais vous parler de l'animation et la communication. Et l'ironie est que l'une des pires façons de participer à ces activités est sur Zoom, justement. Je m'excuse aux francophones, je vais parler seulement en anglais. Je dis aux gens que je parle le français assez pour impressionner les anglophones, mais non pas les francophones. Donc, je vais donc compter sur les interprètes pour communiquer mes paroles aux autres avec mes excuses. Donc, voici la présentation. Les compétences en communication et en animation. Est-ce que ça va? Donc, voilà, je vais commencer par présenter l'ordre du jour.
Je vais commencer par un exercice pour briser la glace et ensuite on va regarder les objectifs d'apprentissage que j'ai cernés pour aujourd'hui et aussi quelques ententes de groupe. Et ensuite, je vais faire une présentation magistrale d'environ 20 minutes. Cela sera suivi d'un travail de petits groupes pendant environ 20 minutes. Vous allez cliquer sur un site web et le travail pour votre petit groupe s'y trouvera. Pendant cette période, vous pouvez prendre une petite pause si vous voulez. Donc, dépendamment du nombre de petits groupes, on pourrait vous donner une période plus longue, une plus longue période. J'espère qu'on aura assez de groupes pour que vous fassiez votre choix. Et après les petits groupes, on va écouter les rapporteurs des groupes pendant 50 minutes. Il y aura une période de réflexion sur nos apprentissages et ensuite les conclusions avec Maïna. C'est l'ordre du jour. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat, s'il vous plaît. Maïna va me les communiquer. Si on était présent en personne, ben, je verrai si des hochements de tête pour indiquer que tout le monde est d'accord. Mais là, bon, pour ce qui est des introductions, il est important quand vous animez un groupe que vous permettiez, que vous invitiez à chaque personne de s'exprimer pleinement dans le cercle. Donc, il est bien toujours une bonne façon de demander aux gens de se présenter et de dire un fait intéressant sur eux. Ça me permet, comme animatrice, de savoir qui est ici. Et ça me permet aussi d'apprendre quelque chose sur vous. Par exemple, un de vos objectifs pour le programme d'aujourd'hui. Quand je suis animatrice, je peux donc me servir de cette information. Si quelqu'un me dit, bon, ben, j'aimerais apprendre à faire des cream puffs, je peux dire, bon, c'est un objectif intéressant, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Ça me permet aussi donc de modérer les attentes des gens. Mais quand quelqu'un dit je veux faire quelque chose et puis c'est effectivement un élément de l'atelier, vous pouvez dire oui, parfait, ça va faire partie de notre deuxième moitié. Et quand ces gens s'expriment devant tout le groupe, cela permet de briser la glace et ils vont donc se sentir plus à l'aise pour intervenir plus tard. Aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on a un grand groupe. Donc, je vais vous offrir un exercice brise-glace pour vous. Je ne sais pas si vous voyez l'acétate, mais l'éducation est un acte d'amour et donc un acte de courage. Si vous voulez savoir davantage sur le rôle de leader transformateur, regardez le travail de Paulo Freire, qui était éducateur brésilien et qui a écrit beaucoup sur le pouvoir, l'éducation et la démocratie. Donc, c'est un modèle pour moi. Donc, pour cet exercice, songez à une expérience de bonne animation et écrivez dans le chat une qualité ou un attribut de cette personne ou de son animation que vous avez trouvé utile. C'est une belle liste. Une personne passionnée,
engageant, courageux, humoureux. Il est provocateur, il a beaucoup de connaissances, il est à l'aise, ou elle est à l'aise. Donc, tout cela fait une grande différence pour nous. Est-ce que nous, on va se sentir à l'aise ou passionné? Mais ça va aider si la personne qui est devant nous l'est. Donc, ça, c'est important, surtout quand on crée un nouveau groupe, car on veut créer une culture de confiance et de bonnes relations afin de pouvoir agir dans la communauté ensemble et efficacement. Donc, je vois beaucoup de bons trucs. On fait de la place pour tous les apprenants. Ça, c'est bon. Les objectifs d'apprentissage. Nous allons améliorer notre compréhension des principes clés de l'andragogie qui favorise l'inclusion, la communication et l'apprentissage. Nous allons aussi introduire des techniques d'animation, des techniques et des stratégies d'animation qui permettent de bâtir la communauté, la communication et l'apprentissage. Et on va aussi introduire d'autres outils, attitudes et processus que vous trouverez sur Internet. Donc, on va comme vous essayer de vous donner un genre de boîte d'outils. On espère que cela va répondre à vos objectifs d'apprentissage. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, vous pouvez les mettre dans le chat. Sachez aussi que j'ai demandé à Maïna de surveiller le chat. Et si je dis quelque chose qui n'a pas de sens, ou que si quelqu'un demande une précision tout de suite, eh bien, Maïna va m'aider, va me le communiquer. Je vais répondre à votre question tout de suite. Si c'est une question plus substantielle qui représenterait une digression, eh bien, écrivez-la quand même, mais j'espère que l'on aura du temps à la fin pour répondre à ces questions plus générales. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Est-ce que ça va? Sinon, indiquez toute inquiétude dans le chat. Les ententes. Parfois, quand ça n'a pas marché, c'est parce que j'ai oublié de parler avec le groupe de comment nous allons travailler ensemble et de nos ententes. C'est comme les règles de base. Les règles sont prioritaires. Vous devez dresser cette liste au début du programme. Moi, je suis une personne qui aime les feuilles mobiles. Je les écris sur les feuilles mobiles et je les garde toujours devant le groupe à chaque réunion. Parce que c'est un bon rappel pour le groupe court. Les ententes documentent le comportement attendu pour que chaque personne aura le meilleur contexte d'apprentissage pour lui. Donc, je pourrais dire, que faudrait-il qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour apprendre? Bon, il y a des gens qui vont peut-être dire pas d'interruption. Levez la main si vous voulez intervenir. Pas de jugement. Ne vous moquez pas des gens, n'attaquez pas les gens ou leurs idées. Soyez à l'heure quand vous revenez. Les gens vont dire le respect. Alors, d'accord, mais c'est quoi le respect, je vais dire? Qu'est-ce que le respect pour vous? Et les gens peuvent donc parler
des groupes où ils se sont sentis efficaces, ou les groupes antérieurs où ça a bien fonctionné, et les caractéristiques de ces contextes. Tous les membres doivent donc contribuer à cette liste et doivent y donner leur consentement et doivent donc accepter la responsabilité de s'y conformer. Ce n'est pas qu'à l'animatrice de les appliquer. Pourquoi est-il important? Car je me suis trouvé dans des groupes où tout le monde demande à l'animatrice de régler les problèmes, mais c'est un problème parfois entre les membres du groupe. Quand on travaille avec les adultes, il est important d'insister sur la responsabilité de chaque personne pour maximiser l'apprentissage de tous. Ce n'est pas qu'à l'animatrice de le faire. C'est bon de donner de la rétroaction, demander de l'aide, mais il est aussi important de soutenir, d'aider les gens à se responsabiliser pour leur propre comportement. Because we're not able to develop those together On ne peut pas développer ces choses ensemble, et peut-être que vous l'avez déjà fait au début de votre programme. Voici ma liste d'ententes de groupe à considérer. Si je sens qu'on est trop pour utiliser la fonction lever la main, je ne peux pas surveiller le cabardage pendant que je parle, mais Maïna va surveiller les commentaires et elle a été invitée, elle va inviter les gens. Je l'ai invité en fait là à ouvrir son microphone et m'interpeller si nécessaire. S'il y a une question qui peut attendre jusqu'à la fin, on va laisser du temps à la fin de la séance aujourd'hui pour répondre à la question. Vous allez vous repartir en petits groupes aujourd'hui. Dans ces groupes, je vous inviterai à écouter respectueusement les autres dans le groupe, de rester conscient et consciente des contraintes de temps. Essayez de ne pas parler trop longtemps sans laisser les autres intervenir aussi. Prenez de la responsabilité pour rester à la tâche. Chaque personne a besoin de prendre la responsabilité pour s'assurer que vous puissiez compléter le travail dans le temps alloué. Si c'est utile, vous pouvez aussi trouver un membre du groupe qui veuille prendre des notes ou animer, et cela peut aider à accomplir les objectifs du groupe. Je vais parler justement du rôle de l'animateur et ou l'animatrice dans les prochaines minutes. On peut absolument attribuer à quelqu'un dans votre groupe ses responsabilités. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cela? S'il y a des problèmes si vous avez des problèmes, vous pouvez absolument me l'indiquer dans le clavardage. Je vais commencer par parler des apprentis adultes. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur la manière d'apprendre chez les adultes? Nous avons tous travaillé probablement avec les enfants, on connaît leur comportement. Mais les adultes ont déjà un concept de soi. Ils ont des attentes. On est autonome, on est indépendant, on est dirigé, on est autodirigé. On choisit ce qu'on veut étudier, ce qu'on veut discuter. On a des attentes qu'on va participer dans toutes les décisions qui nous impactent. On ne veut pas être passif dans nos apprentissages. Les adultes apprennent surtout de nos expériences. Souvent, on va chercher des expériences pour enrichir nos vies et nos connaissances de la vie sur une diversité de sujets. Quand nous nous rassemblons avec d'autres adultes, on doit présumer qu'ils ont déjà appris des autres expériences, des expériences préalables. On n'a pas besoin de partir on n'a pas besoin de revenir à la case départ.
On va apprendre là où nous en sommes en discutant avec les gens à l'avance ou au début de l'expérience d'apprentissage pour apprendre ce qu'ils connaissent déjà. Il n'y a rien de plus ennuyeux de donner des informations redondantes aux gens. Donc, il faut savoir où partir et quand vous préparez vos activités, assurez-vous que ces expériences, ce sont des expériences de la meilleure façon pour les adultes d'apprendre. Si je suis devant vous et je vous dis blablabla, il se peut que ce ne soit pas votre meilleur style d'apprentissage. Peut-être que vous avez une capacité de 15 à 20 minutes et à partir de là, vous allez vouloir faire autre chose. Donc, c'est ce que j'ai fait comme conception aujourd'hui, une expérience et une activité dans laquelle vous pouvez participer. Les adultes sont attirés vers des choses importantes. Quand nous sommes prêts à apprendre, nous sommes très motivés, surtout quand c'est en rapport avec nos priorités et nos besoins. C'est cela qui m'indique que vous êtes tous passionnés de la sécurité alimentaire et de l'alimentation parce que vous prenez du temps dans votre journée pour bâtir vos habiletés dans vos communautés. Et donc, je sais que vous êtes prêts à apprendre aujourd'hui. Les adultes sont aussi davantage, sont plus intéressés par des apprentissages en tant qu'investissement pour l'avenir. Surtout en ce qui a trait au travail communautaire. J'ai participé dans des projets à court terme ou à long terme. Si vous cherchez des bénévoles, ne dites pas « Ah, je vous veux dans mon comité pendant 10 ans ». Dites-leur « J'ai un projet qui va durer 3 mois. Est-ce que vous avez du temps? » Vous allez sûrement avoir plus de monde qui a du temps dans le court terme au lieu de se concentrer sur le long terme. Et la plupart des adultes aiment les tâches qui résolvent les problèmes, qui sont concentrées sur la vie et qui sont orientées vers les tâches. Donc, essayez de faire de cela une activité non théorique. Les adultes sont aussi motivés de soi. On va faire des choses parce qu'on veut les faire. Travailler à cette intersection et essayer de trouver ce juste milieu où les gens sont motivés va être très utile pour vous en tant qu'animateur, animatrice. Il faut savoir, les adultes veulent savoir aussi la valeur et le pourquoi derrière leurs apprentissages. Donc ici, on revient encore à l'idée de la pertinence et l'applicabilité. Donc, on a besoin d'être sûr de suivre cette règle en termes de planifier toutes les activités pour votre communauté. Aussi, l'un de mes dessins les plus préférés, le modèle bancaire de l'éducation. C'est le modèle de pédagogie dans l'éducation selon lequel les experts prennent de l'information, ouvrent votre cerveau et versent les informations. Les apprentissages pour les enfants suivent vraiment ce modèle-là. On essaie de donner des informations et on s'assure que les gens essaient de les garder dans leur cerveau. Mais chez les adultes, ce modèle n'est pas très utile. Je vais faire une comparaison ici. Donc, souvent dans le modèle bancaire, surtout dans nos écoles primaires, les enseignants vont choisir quelque chose du programme scolaire, que quelqu'un d'autre a décidé que cet apprentissage est important. Et dans l'éducation des adultes, on a besoin de parler avec le groupe et leurs intérêts et leurs besoins. Et donc, vous, si vous avez une idée en tant qu'animateur, vous commencez à travailler avec le groupe et l'idée peut changer parce que le groupe aide à façonner l'idée selon leurs intérêts et leurs besoins. Dans le modèle bancaire, nous visons une solution, un objectif en rapport avec
nos suppositions, nos préférences et nos ambitions, mais dans le modèle, et donc chez les adultes, on devrait développer ces orientations ensemble avec les gens avec lesquels on travaille. Dans le modèle bancaire, on reçoit de l'information et on le met dans une présentation et ensuite on l'alimente au groupe. Mais chez la formation des adultes, on doit travailler avec les fondements qui sont déjà en place et on essaie d'inviter le groupe et les engager alors que au fur et à mesure que le processus avance. Donc, ce n'est pas un modèle passif chez les adultes. Finalement, l'idée derrière le modèle bancaire, c'est que l'enseignant sait ce que les gens ont besoin d'apprendre. Dans mes premières expériences, ça n'a pas fonctionné. Dans la formation des adultes, on a besoin d'être flexible, de faire preuve de flexibilité. On va toujours travailler avec des gens et leurs besoins émergents. Et l'idée derrière cela, c'est que je pense que j'ai besoin de telle chose maintenant, mais après avoir acquis cette expérience, j'ai un nouveau besoin qui va émerger. Quand nous arrivez à ce niveau, on arrive toujours à avancer. Alors que les informations rentrent, on est capable de suivre le cours. On va toujours suivre le cap des besoins et on va toujours pouvoir donner des informations pertinentes si on reste à l'affût de ces besoins émergents au lieu d'attendre ou de faire du leadership du haut jusqu'en bas. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant qu'animateurs, toutes ces informations que je vous lance? Dans notre travail de CFM, on va apprendre que nos apprentis adultes vont participer dans nos ateliers s'ils sont pertinents par rapport à leurs besoins et si on peut les appliquer de façon utile à un problème ou une situation qu'un groupe veut résoudre. Nos apprentis adultes vont vouloir contribuer à presque chaque élément du programme. Ils vont vouloir décider quel est le sujet, comment nous l'abordons, quels résultats nous anticipons et où et comment le groupe travaille ensemble, où on se rencontre, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on n'a pas comme collation. Donc, toutes ces choses, chaque élément sera important aux apprentis adultes parce que nous arrivons avec des attentes et nous voulons participer dans nos apprentissages. Ce qui arrive dans mon atelier, c'est qu'on laisse les gens aller. Si l'atelier n'est pas intéressant, ce n'est pas pertinent, les gens ne vont pas rester. Alors, c'est très important de considérer cela aussi. Utilisez toutes vos capacités de planification des projets dans votre préparation de programme pour les adultes et ça va toujours attirer les gens. Je vais passer un peu de temps à parler de la communication. Et comme j'ai dit auparavant, faire l'animation virtuelle, c'est beaucoup plus difficile que d'animer en personne. On sait que les communications, à leur meilleur, est toujours le fait de donner, de recevoir, d'échanger des informations, des opinions, des idées, pour que les messages soient compris clairement par tout le monde impliqué. Je ne peux pas vous voir tous, je ne peux pas vous regarder dans les yeux pour savoir si vous me suivez. Et ça, c'est difficile pour moi en tant qu'animatrice. C'est difficile pour vous aussi en tant que participant et participante parce que vous êtes habitués d'avoir cette attente aussi, mais nous voilà. On va passer dans cela et on va voir aussi dans les petits groupes, vous allez avoir une meilleure possibilité de communiquer. Cela donne une possibilité d'avoir une communication transversale. Ça va donner une opportunité, une occasion aux gens de donner une réponse ou une certaine sorte de rétroaction.
Quand vous travaillez avec un groupe, c'est différent que de travailler avec des individus. Comme quelqu'un a noté dans le chat, en tant que meilleure pratique, on a besoin d'offrir des plateformes avec une intention pour faciliter la communication. Donc, il faut y avoir ces lieux dans votre planification et dans vos plateformes pour s'assurer que les gens ont la possibilité de faire cela. Donc, laissez les gens réfléchir un peu entre vos pensées et vos énoncés, c'est important. Il faut aussi avoir dans votre agenda de l'espace pour recevoir de la rétroaction, c'est très important. Dans vos ententes de groupe, on peut inclure également des éléments qui peuvent contribuer à la bonne communication. Par exemple, on peut inclure des processus participatoires, par exemple, lever la main pour parler. On peut aussi inclure des règles pour la bonne communication. Par exemple, parler à la première personne, parler pour vous-même, ne généralisez pas, ce type de choses. Vous pouvez aussi créer une culture de communication très positive. Une entente, par exemple, il n'y a pas de questions bêtes. Comme je dis souvent, si vous avez une question et vous êtes timide, posez-la pareil, parce que probablement il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui a la même question et qui est timide également et qui sera très reconnaissant que vous la posiez. Donc, voilà une belle culture de communication pour les groupes. Vous pouvez avoir de la rétroaction honnête et franche des gens et ça peut garder le contenu très pertinent pour tout le monde. Nous avons tous entendu dire que c'est important d'avoir une bonne écoute. C'est difficile d'avoir une bonne écoute pendant que vous animez. Ce n'est pas possible pour moi en ce moment, par exemple, parce que je ne vois pas tout le monde. Mais quand nous sommes en groupe, un contexte de groupe, il faut absolument surveiller le langage corporel, même si les gens ne levez pas la main pour offrir des commentaires. Parfois, on va voir que les gens ont la bougeotte ou ils sont distraits ou les gens sont à côté en train de chuchoter. Et vous allez peut-être vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas? Est-ce qu'ils s'ennuient? Est-ce qu'ils ont un besoin personnel ou de groupe qu'on peut aborder? C'est important en tant qu'animateur, animatrice, de savoir quand arrêter le processus et revenir vers les membres. Mon mantra, par exemple, c'est prenez un moment, une pause, dites je vais prendre un moment, comment vont tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Voilà, ça c'est l'exposition. Essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe, quel est le problème. Ah, on a besoin de fermer la fenêtre parce que les gens ont froid, ou peut-être on a besoin d'une pause, peu importe. Exposition. Ensuite, proposer à nouveau comment avancer en fonction de cette nouvelle information. Par exemple, j'ai vu que vous bougez sans arrêt. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre groupe? Oui, les membres du groupe veulent prendre une pause. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord de prendre une pause de 10 minutes et on va ajuster l'ordre du jour de telle ou telle façon pour s'assurer qu'on peut continuer? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? OK. Ça, c'est le type de choses que vous pouvez faire en tant qu'animateur, animatrice pour qui montre de la flexibilité. Vous répondez au groupe, mais aux besoins du programme également. Parfois, les gens vont parler de sujets vont être hors sujet. Je diverge souvent et ce n'est pas une bonne habitude. Mais ces commentaires sont souvent importants parce qu'ils vont souvent réfléchir ce qui nous passe par la tête. Et c'est là que la créativité naît. S'il y a des choses qui surviennent dans le groupe, c'est important de ne pas les ignorer. Il se peut que ce soit une idée très pertinente, en fait. Peut-être que ce n'est pas sur le radar, mais ça peut être important. C'est important aussi, quand nous parlons au grand groupe, d'être reconnu.
même si ce que nous disons n'est pas pertinent ou si ça ne rentre pas dans l'ordre du jour. Donc, moi, je parle de stationnement. J'ai une feuille de papier, c'est un sujet qui est soulevé, que nous n'allons pas aborder dans l'ordre du jour aujourd'hui. On peut mettre des choses justement dans ce stationnement-là pour ne pas les oublier. Si j'ai une idée dans un groupe et on l'écrit dans ce stationnement, je veux voir que, on a entendu et on ne va pas perdre l'idée et on va essayer de l'aborder plus tard. Donc, le stationnement est un lieu très important pour colliger différentes idées, pour engager le groupe et d'essayer de les diriger dans le bon sens. C'est important de ne pas essayer d'arrêter les gens s'ils sont hors sujet. C'est une bonne façon aussi de faire le suivi des idées qui sont soulevées. Vous allez pouvoir discuter des habiletés de communication dans vos petits groupes, mais je veux parler un peu d'habileté d'animation. Quand vous faites l'animation, on parle des habiletés dans ce sens. L'animateur ou l'animatrice, c'est la personne qui va guider le processus. Donc, on utilise les habiletés de processus pour façonner et diriger les éléments clés de notre travail d'organisation avec les groupes. Donc, peu importe si c'est une réunion ou une formation, l'animateur est la personne qui façonne et qui guide le processus pour permettre à tout le monde d'accomplir les objectifs qui se sont établis. Si on suit ce modèle, tout le monde se sent bien de leur contribution, etc. L'animateur ideas to be heard. The facilitator maintains the process so that the work. L'animatrice maintient le processus pour que le travail se poursuive et que les objectifs soient atteints. Et l'animatrice doit s'assurer que les idées et les décisions du groupe appartiennent au groupe, non pas seulement à l'animatrice ou à l'animateur. Et aussi, l'un des éléments de base et principes de l'andragogie, c'est que si vous posez une question dont vous savez déjà la réponse, ce n'est pas une bonne question. Il faut être à l'aise pour poser des questions dont on ne connaît pas les réponses. On doit, nous aussi, être curieux et voir comment tout cela contribue à notre compréhension du thème de la matière du jour. Il est important d'appuyer tout le monde, de parler de façon constructive et d'éviter le jugement. Maintenant, vous allez vous rendre sur un site web de Google Slides et pour votre travail de petit groupe et tout les acétates s'y trouveront. Donc, vous n'avez pas à prendre des notes en ce moment. Je vous donne beaucoup d'informations en ce moment. Vous aurez accès à tous ces acétates. Vous pourrez les lire et prendre des notes plus tard. C'est un cadre que j'ai appris, que j'apprenais le travail d'animatrice et je l'appelle MIT pour l'acronyme en anglais. Maintenir le groupe, I, c'est les besoins individuels et T, c'est les besoins de la tâche. Donc, MIT en français aussi. Les animateurs doivent toujours tenir compte du maintien du groupe. Je dois aussi m'assurer que les besoins individuels sont répondus et aussi que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de suivre l'ordre du jour, atteindre nos buts. Si vous réussissez à le faire, vous êtes un rockstar. Enfin, vous êtes une vedette parce que ça prend beaucoup d'énergie mentale. Ce sont les différentes strates au niveau auquel vous travaillez quand vous faites un bon travail d'animation.
Alors, le maintien du groupe, qu'est-ce que c'est au juste? On commence par l'agencement de la salle. Pensez au travail du groupe. Peut-être que vous préféreriez de vous rencontrer en cercle, ou peut-être que chaque personne devrait s'asseoir à une table où les gens peuvent travailler en petit groupe. Il y a différentes possibilités, ou peut-être qu'une salle peut être agencée de façon magistrale. Il y a différentes façons d'agencer la salle. Et le maintien du groupe peut dépendre parfois de l'agencement de la salle. Est-ce que le groupe est à l'aise, confortable? Est-ce que la température est bonne? Est-ce qu'il y a des toilettes? Et tout cela. Les ententes sont très importantes aussi, comme je vous ai dit, et il faut le faire dès le départ. Souvent, j'ai oublié. Et quand les choses déraillent, on n'a pas une bonne base solide qui permet donc de renforcer les règles. Et donc, il faut vérifier que l'ordre du jour soit acceptable dès le départ aussi, comme on l'a fait ici. Il faudrait aussi chronométrer les différentes parties de l'ordre du jour. Et surtout inclure des périodes de réponse et de feedback pour que les gens se sentent impliqués, que leur expérience est pertinente. Regardez s'il y a des gens qui ont l'air distraits. Et il faut toujours écouter la rétroaction des gens. Ne prenez pas personnel. S'il y a du feedback négatif, peut-être que vous pouvez l'utiliser. Et il y a sûrement d'autres aspects aussi. Je suis sûr que si vous réfléchissez à vos propres expériences de travail en groupe, il y avait des qualités d'animation ou de l'animatrice qui faisaient la différence. Il y a la résistance aussi. Avez-vous déjà été dans un groupe où des gens, ou même tout le groupe commence à résister au processus, les choses commencent à dérailler? S'il y a des difficultés qui se présentent en cours de route, c'est probablement à cause d'un problème dans l'un des trois domaines. Donc, ça vous permettra de diagnostiquer la source du problème. Et ça s'applique aussi à d'autres aspects de votre travail ou de votre travail avec les gens. Les objectifs. Peut-être que les objectifs ne sont pas clairs, n'ont pas été acceptés par tout le groupe ou pas compris par tout le groupe. Parfois, les choses déraillent parce que on découvre que moi, j'ai cet objectif-là, tandis que quelqu'un d'autre a un autre objectif. Il faut bien préciser les objectifs et ça peut permettre de répondre à cette résistance qui peut se faire sentir. Les rôles. Tout le monde aura des responsabilités différentes quand on travaille en groupe. Les tâches, les fonctions. Parfois, il y a un manque de clarté sur qui fait quoi et ça peut poser des problèmes. Alors, parfois, on peut travailler justement sur la clarté, définir qui fait quoi, d'ici, quand. Et ça, donc, ça aussi, ça peut être important. Parfois, peut-être vous avez travaillé sur quelque chose ou du moins, vous aviez l'impression de travailler sur quelque chose que quelqu'un d'autre a dit que non, c'est à moi de faire ça. Et donc, finalement, c'est les relations. Souvent, il y aura des conflits, surtout quand on travaille sur des enjeux qui nous passionnent. Il y aura des ententes et des mésententes aussi. Et c'est peut-être pas une mésentente factuelle, c'est peut-être un problème interpersonnel. Il est important de cerner et de corriger ces sources de conflit. Bien d'entre nous ont de la difficulté à travailler avec le conflit. Peut-être qu'il vous faudra de l'aide.
mais il faut quand même avoir un plan pour gérer les conflits au besoin. Et comme je vous ai dit, ça c'est ma diagnostic de haut niveau. Si vous avez un problème, un groupe qui devient dysfonctionnel, est-ce qu'il y a des problèmes d'objectifs, de rôle ou de relations? Voilà donc un schéma de haut niveau pour vous permettre de diagnostiquer des problèmes en cours de route. Et j'ai parlé de MIT. Donc, M, ça c'est le maintien du groupe. I, ce sont les besoins individuels. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes animateur ou animatrice, bien, c'est quoi? C'est ça. Bon, je reviens toujours aux ententes de groupe. On peut établir des moyens de répondre aux besoins individuels. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui est malentendant, cette personne doit se sentir à l'aise de demander aux gens de parler plus fort si je ne les entends pas. Ça me donnera plus de confiance. Ça peut faire partie de l'entente aussi. On peut aussi inviter les gens à tabler sur leurs forces, sur leurs dons. Essayer d'intégrer ces forces et ces dons au travail. N'imaginez pas que tout le monde vous suit à la lettre toujours ou que tout le monde soit d'accord aussi. Vous pouvez toujours poser des questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai donné aux gens la possibilité de répondre, de dire bon, non, il y a quelque chose que je n'ai pas compris ou avec lequel je ne suis pas d'accord. J'ai parlé de la souplesse aussi. Il y aura des besoins qui vont ressortir peut-être en cours de route, aussi différentes capacités d'apprentissage, style d'apprentissage, niveau d'alphabétisme, capacité linguistique. Il est difficile d'avoir un programme qui répond à tous les besoins d'un seul coup. Donc, pour s'assurer que l'expérience de tous les participants soit bonne, il est important de tenir compte de ces besoins individuels. D'abord, il faut les comprendre, il faut créer un contexte dans lequel les gens se sentiront à l'aise de parler de leurs besoins. Ça, c'est important dès le départ. Ça veut dire qu'il faut écouter attentivement et tout en jonglant tous les autres éléments. Les besoins de la tâche, donc MIT, les tâches. Il faut avoir des objectifs et les buts clairs. Quand vous parlez du design du programme, peut-être que vous allez parler des buts et des objectifs. Généralement, les buts, c'est l'énoncé le grand énoncé de ce que vous voulez faire. Donc, votre but général. Tandis que les objectifs, c'est plutôt les étapes qui vous mènent vers le but. Donc, il faut avoir des processus clairs pour que les gens soient d'accord avec les buts et les objectifs. Il faut avoir un ordre du jour clair. Il faut que les processus soient inclusifs et efficaces pour atteindre vos buts, ou que les gens aient des façons de participer et de s'impliquer. Il ne faut pas non plus se laisser perdre le chemin si des gens interviennent de manière qui n'a pas trop rapport. Écoutez-les, mais n'oubliez pas donc le stationnement, comme on l'appelle, et chronométrer.
pour que les gens atteignent leur but dans le temps qui est alloué. Je suis sûr que vous allez vous souvenir de plusieurs autres éléments qui se rapportent aux tâches. Le leadership situationnel. Les choses vont changer. Peut-être qu'au début, vous serez plus directif quand le groupe manque d'expérience, qu'il y a beaucoup d'informations à communiquer. Peut-être que ça va être vous allez être très directif, mais plus tard, vous serez plus, votre rôle va changer, ça va devenir celui d'un coach. Parce que les membres du groupe commencent à accepter de plus en plus de responsabilités. Ensuite, vous deviendrez peut-être quelqu'un qui est une animatrice, un animateur, vous appuyez. Les membres du groupe ont des compétences. Peut-être que vous allez devoir, je ne sais pas, encourager la confiance. Vous allez devoir poser des questions ouvertes pour que les gens trouvent leurs propres réponses, qu'ils puissent mettre à contribution mettre à profit leurs compétences. Et au niveau le plus élevé, vous déléguez et vous responsabilisez. Le groupe fait son bonhomme de chemin et vous n'avez rien à faire peut-être, ou vous êtes juste quelqu'un qui les encourage à distance. Peut-être qu'on vous demandera de l'aide de temps en temps, mais peut-être que les choses vont changer et vous devrez revenir à des niveaux inférieurs. Celui du coach. Et c'est toujours une spirale. On va toujours revenir à des situations antérieures. On fait du progrès, mais l'apprentissage est en spirale et votre rôle changera dépendamment du moment dans lequel votre groupe, auquel le groupe se trouve. Quelqu'un dans le chat a parlé du style d'apprentissage. Faites un peu de recherche sur les lignes directrices Universal Design for Learning. C'est donc ce sont des lignes directrices qui permettent de concevoir l'apprentissage à des fins d'inclusion et d'accessibilité. Ces lignes directrices nous motivent parce qu'elles permettent, en fait, les bonnes activités conçues selon cette méthode motivent l'apprenant, mobilisent, le croient aussi. Donc, l'apprenant sait pourquoi il est en train d'apprendre, il sait ce qu'il est en train d'apprendre. Il y a plusieurs comment aussi, il y a différentes façons. Il y aura différentes stratégies ou méthodes pour faire l'apprentissage. Donc, il y a le pourquoi, le quoi et le comment dans la conception des activités. Et quand on peut offrir une diversité de manières de s'impliquer, on peut travailler mieux avec des personnes de tous horizons. Je ne vais pas vous parler davantage de UDL, mais faites-en un peu de recherche et réfléchissez à comment ces lignes directrices peuvent influencer votre style de leadership.